Je me présente, je suis Nolwenn Bouchette, interne en premier semestre de médecine générale à Toulouse et chargée de mission réseau de l'ISNAR-IMG. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter cette année le prix Alexandre Varnet. Ce prix est un temps fort pour le congrès des internes de médecine générale. En effet, il porte le nom d'un de nos confrères qui a été très investi dans la défense des internes en médecine générale durant son mandat à l'ISNAR-IMG. Malheureusement, il nous a quittés il y a quelques années à la suite d'un accident de la route. Ce prix est depuis décerné en sa mémoire. Depuis 2004, il récompense une thèse ou un projet original qui permet d'aborder une problématique de médecine générale. Le lauréat du prix se verra remettre un trophée ainsi qu'une récompense de 1 000 €. Pour cette édition 2018, nous avons sélectionné 4 candidatures qui nous seront présentées tout à l'heure. Ils seront évalués par un jury composé de 3 membres. Un membre d'honneur, nommé président du jury, qui a été choisi par le Bureau national. Un administrateur, élu par le conseil d'administration de l'ISNAR-IMG, et un membre du Bureau national. Cette année, c'est M. Yann Bourgueil, que j'invite à nous rejoindre sur scène, qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation en tant que membre d'honneur. Nous avons eu le plaisir de l'écouter tout à l'heure, juste à l'instant, sur la table ronde Évolution sociétale, révolution médicale. Pour rappel, M. Bourgueil est médecin en santé publique et directeur de recherche à l'IRDES, Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Il sera accompagné par Camille Rosenberg, qui nous rejoint maintenant. Camille sera l'administrateur de l'ISNAR-IMG. Il est interne en 6e semestre de médecine générale à Clermont-Ferrand. Enfin, le dernier membre du jury, ce sera moi, pour représenter le Bureau national. Je vais laisser la parole aux 2 membres du jury pour pouvoir se présenter et dire un petit mot. Je propose le micro à M. Bourgueil, s'il veut prendre une prise de parole pour... Merci, c'est très gentil, mais j'ai pas grand-chose à dire, sauf à féliciter la démarche qui consiste à valoriser des travaux de thèse, qui ne sont peut-être pas forcément des travaux de recherche, qui sont des débuts de travaux de recherche, justement voilà. Je suis très content de participer à ce processus. Merci beaucoup, M. Bourgueil. Camille, si tu veux te présenter à la salle. Oui, bonjour. Donc, Camille Rosenberg, je suis interne à Clermont-Ferrand. Je voulais déclarer que je n'avais pas de lien d'intérêt avec les 2 thèses de Clermont-Ferrand qui vont être présentées. Faisant partie des administrateurs de l'ISNAR et ayant été choisi par les administrateurs de l'ISNAR avant de savoir qu'il y avait des thèses à présenter à Clermont-Ferrand. Voilà. Merci Camille. Nous allons nous quitter pour 30 minutes de pause et nous nous retrouverons juste après afin de pouvoir faire connaissance avec les 4 candidats et découvrir leurs travaux. Je vous dis à tout à l'heure. Je vais vous présenter les candidatures retenues cette année pour le prix Alexandre Varnet. Je me permettrai de souligner que la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous accueille est fertile de beaux projets, comme vous pourrez le constater. Nous avons donc, comme je vous le disais tout à l'heure, 4 candidatures présentées aujourd'hui. Celle du docteur Cindy Badia-Moulin de Clermont-Ferrand, celle du docteur Florence Sartheiser de Strasbourg, celle du docteur Anne-Lucie Lally de Clermont-Ferrand également, et celle du docteur Florent Tronel de Saint-Étienne. Concernant les liens et conflits d'intérêts que nous pourrions signaler, Anne-Lucie Lally a été ancienne membre du Bureau national de l'ISNAR-IMG.
Aussi, comme vous l'a précisé Camille tout à l'heure, les candidatures ont été sélectionnées avant composition du jury. Ainsi, même s'il est de Clermont-Ferrand, il ne connaît pas les 2 candidats qui sont de la même subdivision que lui. Je vais inviter tout d'abord Cindy Badia-Moulin à venir nous présenter sa thèse. Elle traite de l'épidémiologie des infections invasives à méningocoque C dans le Puy-de-Dôme et de leurs conséquences sur l'immunité. Merci, bonjour à tous et à toutes. Je suis Cindy Badia, médecin généraliste installée en Ardèche. J'ai le plaisir de vous présenter mon projet de thèse qui vous apportera quelques éléments, j'espère, pour mieux comprendre la stratégie vaccinale actuelle et des arguments pour convaincre les parents indécis lors de vos consultations. Donc, dans la première partie de ma thèse, nous avons fait un état des lieux de la stratégie vaccinale dans les pays européens, en France et dans le Puy-de-Dôme, ainsi que de l'épidémiologie. Et dans la seconde partie, nous avons réalisé une étude séroépidémiologique 14 ans après la campagne de vaccination qui avait eu lieu dans le Puy-de-Dôme. La prévalence des infections invasives à méningocoque et les différents sérotypes varient en fonction des pays. En France, en 2015, on a recensé 469 cas d'infections invasives, dont 116 de type C, avec 2 pics d'incidence avant l'âge de 1 an et les 18-20 ans. Ceci a une importance pour la stratégie vaccinale, vous le verrez, et un portage asymptomatique est fréquent chez les adolescents, chez environ 15 à 30% des cas selon les études. La stratégie vaccinale s'articule autour d'une date charnière en France, puisqu'avant 2009, elle ciblait essentiellement les sujets à risque, par exemple asplénie ou voyageurs, et également les sujets contacts en contexte épidémique. Après 2009, le rationnel change un petit peu avec un taux d'incidence qui augmente et on bénéficie également du recul des pays européens ayant mis en place la stratégie vaccinale préventive avec une innocuité et une efficacité réelles. Donc le calendrier vaccinal 2010 introduit le vaccin conjugué. Malheureusement, depuis 2009, la couverture vaccinale reste très en deçà des objectifs. Notamment, vous le voyez, dans les tranches d'âge supérieures. Seulement 6% des 20-25 ans sont aujourd'hui protégés. Pourtant, la vaccination a un effet bien sûr sur les sujets vaccinés de façon directe, mais également de façon indirecte à travers l'immunité de groupe. Ce mécanisme reste tributaire d'une couverture vaccinale élevée, de l'ordre de 80 à 90%. L'immunité vaccinale varie également en fonction du schéma vaccinal utilisé et de l'âge à la primo-vaccination. Un mot sur l'épidémie puy-de-dômoise. En 2001, 11 cas ont été recensés pour le sérotype C avec une aggravation en fin d'année. L'obtention de l'AMM du méningitec a été obtenue dans un délai record de 48 heures afin de mettre en place la campagne qui a concerné plus de 65 000 jeunes. De nombreuses études européennes ont déjà été menées dans les pays pionniers, mais le contexte en France est différent puisqu'on l'a vu, la couverture vaccinale est très basse. L'expérience puy-de-dômoise nous permet un recul supérieur, la confrontation également à peut-être une immunité naturelle acquise par circulation des souches de méningocoque, et ces données participent à la réévaluation de la politique vaccinale puisque notre directeur de thèse était aussi membre du comité technique des vaccinations. Notre étude était interventionnelle, séroépidémiologique, multicentrique, avec l'aide du CHU de Clermont-Ferrand et du service de santé universitaire. Les critères de jugement principaux étaient l'immunité résiduelle en 2016 des puy-de-dômois vaccinés 14 ans plus tôt. Les critères d'inclusion étaient relativement simples puisqu'il fallait qu'elles soient réalisables pour des services cliniques. Avoir 13 à 39 ans, avoir reçu pour le groupe vaccin, le vaccin en 2002 ou pas pour le groupe témoin.
le critère d'exclusion, avoir reçu un vaccin contenant la valence C avant ou après 2002. Nos populations étaient homogènes, et concernant l'objectif principal, notre résultat était statistiquement significatif, avec un taux d'anticorps protecteurs 14 ans après la vaccination chez 64,7% des vaccinés et 16,2% des non-vaccinés, témoignant d'une immunité naturelle. Une deuxième façon de représenter nos résultats à travers cette boîte à moustaches avec la médiane en gras et dans le carré les deuxième et troisième quartiles. On n'avait pas de résultats significatifs concernant les critères de jugement secondaire. Donc les points forts. Il s'agit à notre connaissance de la première étude française sur le sujet, qui la rend originale. Nos résultats étaient significatifs et concordants avec ceux de la littérature en termes d'immunité naturelle et vaccinale. Et ils sont concomitants à la réévaluation de la politique vaccinale, témoignant de la durabilité de la vaccination. Les points faibles, un petit échantillonnage, l'absence de plan d'échantillonnage et une surreprésentation de la classe des 19-24 ans. C'est aussi la cible des consultations du voyageur et du service de santé universitaire. Donc pour votre pratique, il y a urgence à obtenir une couverture vaccinale suffisante à travers le rattrapage chez les 1-24 ans, bien sûr, et peut-être ultérieurement la mise en place d'un rappel chez les adolescents pour sortir de la période à risque au-delà de 25 ans. Ça ne vous a pas échappé, le calendrier de 2017 a été un petit peu modifié pour le vaccin conjugué méningocoque XC, à savoir qu'il y a une extension transitoire pour les moins d'1 an, une dose à 5 mois, un rappel à 12 mois. Tout ceci pour protéger cette tranche d'âge en attendant une couverture vaccinale suffisante des plus âgés qui reposent sur l'immunité de groupe. Donc profitez vraiment de tout contact, que ce soit pour un certificat de pratique sportive ou encore une infection aiguë, pour proposer aux parents ce vaccin et vous pouvez le coupler tout à fait avec un ROR ou avec un rappel de DTP. Merci de votre attention. Merci beaucoup Cindy. Je vais maintenant passer la parole à Florence Hartheiser pour qu'elle puisse nous présenter ses travaux sur le dessin animé au service de l'éducation sanitaire. Alors, je m'appelle Florence Hartheiser et comme mon nom l'indique, je viens de Strasbourg. Je viens vous parler de ma thèse. Alors, pourquoi vous parler de dessin animé en médecine générale ? Ça a été tout l'objet de cette thèse et ça a été aussi l'objet de cette présentation. Alors, le point de départ de ce travail, ça a été une revue narrative de la littérature. Vous savez comment ça marche, j'ai choisi 3 bases de données, 7 mots-clés, des critères d'inclusion. Ça vous donne un gros diagramme de flux qui donnera la migraine à certains qui sortent de soirée. Et au final, une littérature assez pauvre sur le sujet, avec des articles en général de faible niveau de preuve. Au final, on retrouve quand même un bénéfice à la mémorisation d'un message de prévention quand il est présenté avec une animation, une augmentation de l'intention d'aller consulter et globalement un ressenti positif face à une animation. Alors le dessin animé, dès ses débuts, il a servi à faire de l'éducation sanitaire, d'abord dans les institutions, à l'armée, à l'école, puis jusque dans le salon de nos patients avec l'avènement de la télévision. Vous reconnaissez peut-être « Il était une fois la vie » sur le petit écran. Puis jusque dans les poches de nos patients avec leur smartphone et puis l'avènement des sites comme YouTube. Le dessin animé il est intéressant pour communiquer parce qu'en plus du langage parlé, il utilise un langage visuel. Sur le dessin animé à gauche, qui date d'il y a plus d'1 siècle, il n'y a pas franchement besoin des étiquettes avec les noms dessus pour comprendre de quoi il s'agit. Plus tard, bien sûr, on a l'avènement des couleurs et parfois, il suffit de 2 traits et de 2 points pour attirer l'attention. Là, je sens déjà que j'ai un peu plus votre attention. Ça, c'est un spot publicitaire belge qui a été fait en 2010 pour encourager le dépistage du cancer du sein.
Alors avec cette forme publicitaire vient le concept du buzz, et l'INPES en France l'a bien intégré, parce qu'en 2010, ils ont un bon succès avec le dessin animé interactif Attraction. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était présenté avant Harry Potter et les reliques de la mort au cinéma. Alors à l'inverse, ils maîtrisent aussi le bad buzz avec cette superbe vidéo que je vous encourage à aller voir sur YouTube qui s'appelle Fantastique Capote, qui date de 2014. Et alors, durant mes recherches de thèse, je tombe sur cette vidéo et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Les NPES, là, je ne sais pas ce qui s'est passé chez eux, mais bon. Donc, premier réflexe, je le partage avec mes amis en disant, regardez sur quoi je tombe quand je fais des recherches. Et puis, en fait, à y regarder de plus près, cette vidéo, elle a plus de 2 millions de vues sur YouTube, ce qui est évidemment énorme pour une vidéo de prévention. En fait, tout le monde a fait comme moi, s'est dit, voilà, l'INPES, voilà, ils ont craqué, et donc ils ont partagé la vidéo. Au final, ça fait quand même 2 millions de personnes qui se partagent un message de prévention, et c'est pas tous les jours. Le dessin animé permet aussi de s'identifier au personnage, peut-être mieux qu'avec un acteur, puisqu'on peut lui donner des traits aux personnages qui sont relativement communs, lisses, etc. Tout ça pour que le public se sente plus concerné par le problème abordé. Alors bien sûr, le dessin animé, il permet d'édulcorer. Alors là, il y a tout un débat. Est-ce qu'il faut faire peur avec des sujets déjà anxiogènes à nos patients, comme par exemple sur le tabac avec la campagne Trou dans la gorge en 2004 par l'INPES, qui est globalement pas très agréable à regarder. Alors c'est une stratégie, mais il y a quand même plusieurs études qui tendent à montrer que notre cerveau a plutôt tendance à ignorer les informations qui sont perçues comme négatives. Donc il y a eu un gros revirement dans les campagnes anti-tabac à l'INPES, puisqu'en 2011, ils sortent le dessin animé Le Refrain, qui est accompagné d'une petite chansonnette assez sympa, et qui moque en fait les clichés sur l'arrêt du tabac. Donc là, par exemple, le personnage a peur de grossir, donc il se nourrit uniquement de salade. Alors, si vous n'aviez jamais vu Donald Duck faire un salut nazi, c'est le jour. Alors, le dessin animé sert aussi à détourner un propos. Ces deux dessins animés, en fait, ils sont issus de la réquisition des studios Walt Disney pendant la Seconde Guerre mondiale par l'armée américaine. Donc, ils avaient pour mission de produire des dessins animés en fait, de propagande anti-nazie, comme avec Donald Duck, et de prévention sanitaire. Donc il y a toujours un petit message politique malgré le but prévention sanitaire, puisque à la fin, le médecin fait quand même lever de la victoire de Roosevelt. Le dessin animé, évidemment, il permet enfin de montrer ce qui ne peut pas l'être normalement, l'intérieur d'un corps. On peut filmer une autopsie, mais ce n'est pas très agréable à diffuser, et notamment devant des enfants. Pareil pour tout ce qui relève sexualité et intimité, et bien sûr de l'infiniment petit. Alors, même si aujourd'hui on a des techniques pour montrer l'infiniment petit, avouez que c'est quand même plus parlant quand c'est le bus magique qui le fait. Alors bien sûr, tout n'est pas rose dans le dessin animé. Il y a plusieurs limites à ça. Il y a une rapidité de défilement des informations qui peuvent être trop importants. On peut être distrait par trop d'éléments décoratifs qui n'ont rien à voir avec le message de base. Et un dessin animé, ça coûte cher à produire, ça coûte plus cher que de filmer des acteurs avec une caméra. En conclusion, je vous dirais que le dessin animé, c'est un outil de prévention qui est précieux. Alors dans les campagnes de prévention sanitaire, oui, mais ça depuis longtemps. Pourquoi pas dans les salles d'attente, parce que votre patient est bien en configuration pour parler de sa santé, plutôt que de lui faire lire le L de janvier 2001, pourquoi pas lui passer une vidéo de prévention sanitaire. Et voir, et là c'est un peu un projet pour moi, au sein même de nos consultations, je ne sais pas vous, mais moi je suis souvent amenée à griffonner un petit schéma explicatif à mes patients durant la consultation pour expliquer un point de physiologie ou d'anatomie, et je dessine extrêmement mal. Donc du coup, j'aimerais bien avoir un petit outil, alors dans ma poche, sur un smartphone ou sur Internet, juste en tournant l'écran de l'ordinateur en consultation, montrer une animation, quelques secondes, 30 secondes, 1 minute maxi, pour expliquer ce que je veux lui expliquer, et ce serait tellement plus explicite que mon petit gribouillage sur un coin d'ordonnance. Je vous remercie de votre attention. Merci Florence. Je vais appeler maintenant Anne-Lucie Lally. Elle va nous exposer ses travaux sur les effets bénéfiques de la consommation d'alcool sur le système et les pathologies cardiovasculaires. Donc, bonjour à tous, je suis Anne-Lucie Lally, ancienne interne à Clermont-Ferrand et jeune médecin installé au Puy-en-Velay, et je vais donc vous présenter les résultats de ma thèse.
Donc, tout d'abord, je tiens à déclarer mes liens et conflits d'intérêts puisque je suis une ancienne membre du Bureau national de l'ISNAR-IMG. Donc, effet bénéfique de la consommation d'alcool sur le système et les pathologies cardiovasculaires. Donc, après une soirée de gala, c'est vrai que ce sujet peut faire sourire, mais c'est plus sérieux qu'il n'y paraît. En fait, lors de mes stages ambulatoires et lorsque j'abordais avec les patients leur consommation d'alcool, il m'est arrivé d'entendre « oui, je bois un verre de vin le soir en mangeant, mais bon, il paraît que c'est bon pour la santé ». Alors en fait, l'objectif de cette revue était donc de voir s'il y avait des vraies preuves scientifiques à ces affirmations. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, pour ne pas porter atteinte à sa santé, il est important de ne pas dépasser plus de 2 unités d'alcool par jour pour une femme et 3 unités d'alcool par jour pour un homme. Donc, le terme de French paradox ou paradoxe français a pour la première fois été utilisé en 1992 par le professeur Serge Reynaud. Et il peut être défini comme la protection contre les maladies cardiovasculaires que procure une consommation modérée de boissons alcoolisées, en particulier le vin. Donc, j'ai donc réalisé une revue systématique de la littérature. Les bases PubMed, Cochrane et PsycInfo ont été explorées et j'ai cherché les articles éligibles entre avril 2006 et avril 2016. Donc, les articles inclus étaient tous des essais cliniques randomisés, en anglais ou en français, et tout type de participants était inclus. Donc, les articles n'étaient pas inclus s'ils ne répondaient pas au design des ECR, s'il n'y avait pas, bien sûr, de consommation d'alcool, ou s'il n'y avait pas la notion de pathologie ou système cardiovasculaire. Donc, les résultats de 288 articles initialement, j'en ai retenu 28 dans l'analyse, avec une sélection en 3 temps sur le titre, le résumé et sur le texte intégral. Donc, au niveau des résultats, la majorité des études incluaient se dérouler sur des adultes entre 35 et 50 ans, avec un nombre de participants majoritairement inférieur à 55 patients dans les études. Donc bien sûr, c'était tous des essais cliniques randomisés, soit avec une méthodologie en crossover, soit en groupe parallèle. Une seule étude était réalisée en double aveugle, la majorité des études étaient des études ouvertes. Donc, comme on pouvait s'y attendre, l'alcool le plus étudié dans ces études était le vin, devant la bière. La durée de consommation la plus majoritairement retrouvée était entre 1 et 3 mois avec une consommation quotidienne. On respectait les recommandations OMS puisque la consommation d'éthanol était inférieure à 30 grammes par jour. Concernant la période d'abstinence préalable avant le début de l'étude ou de wash-out, elle était majoritairement de 2 semaines quand elle était présente, mais dans quand même 10 études, aucune période d'abstinence avant le déroulement de l'étude n'était demandée. Donc les critères de jugement, je me suis un petit peu arraché les cheveux à ce moment-là parce qu'ils étaient très très nombreux. La majorité de ces critères de jugement étaient des critères biologiques et il n'y avait aucun critère de morbimortalité. Donc concernant les critères cliniques, il y avait seulement le poids, le tour de taille ou l'IMC qui étaient étudiés. Et concernant les critères hémodynamiques, seulement la tension artérielle et la fréquence cardiaque. Donc les études ne montraient pas de différence significative après la consommation d'alcool et comparativement au groupe témoin pour les critères cliniques et hémodynamiques. Concernant le profil lipidique, que ce soit après consommation de vin ou de bière, on retrouvait une augmentation significative et importante des HDL et dans une moindre mesure une diminution des LDL. Le gin semblait avoir des résultats similaires au vin et à la bière. Par contre, on ne retrouvait pas de modification du cholestérol total ou des triglycérides. Donc finalement, c'était plutôt en faveur d'une amélioration du profil lipidique. Concernant le profil glucidique, les résultats étaient un peu plus mitigés. On ne retrouvait pas de modification de la glycémie à jeun, sauf chez les diabétiques de type 2 où on avait une diminution de 9,2% après consommation de vin. Par contre, on avait une diminution significative du taux d'insuline et du score d'Omeyer, qui est le score d'insulinorésistance, surtout après la consommation de vin. Mais cette diminution n'était pas retrouvée chez les femmes ménopausées hypercholestérolémiques. Donc, les autres critères étudiés, donc majoritairement des critères biologiques, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'ils étaient vraiment très très nombreux. Ils étaient étudiés de manière beaucoup plus anecdotique par rapport au profil lipidique et glucidique.
Et surtout, il n'y avait aucune différence significative pour aucun des marqueurs de la liste, à part pour l'étude de la fonction endothéliale. Donc, au final, bon, les points forts de l'étude, c'est qu'on a inclus des essais cliniques randomisés et qu'il y a eu, j'ai pas pu vous le présenter, mais une étude du risque de biais via la grille EPOC. Après, sur les points négatifs, c'est que la durée des études était relativement courte et la période d'abstinence préalable avant l'étude était trop souvent absente. Par ailleurs, durant la sélection des articles, j'ai écarté, du fait de l'absence de consommation d'alcool dans l'étude, des études qui parlaient simplement du resveratrol ou du polyphénol seul. Et en fait, il serait intéressant de comparer les résultats de ces études par rapport aux études que j'ai incluses, moi, dans la revue de la littérature. Donc, par ailleurs, dans les études incluses, le risque cancérigène d'une consommation modérée d'alcool n'était jamais évoqué. Enfin, une autre revue de la littérature publiée en 2016 et étudiant le risque de mortalité ne montrait pas d'amélioration significative sur le risque de mortalité après consommation modérée d'alcool. Donc, au final, les études ayant des résultats mitigés, des nouvelles études incluant des études de cohorte et prospectives avec des critères de morbimortalité sont nécessaires, puisque moi, il y avait simplement des critères biologiques et le fait de se cantonner aux essais cliniques randomisés, ça apporte une preuve scientifique, mais je pense qu'on se limitait dans la sélection des études. Donc, au final, les effets bénéfiques, quand ils sont retrouvés, étant limités principalement aux boissons alcoolisées riches en polyphénol comme le vin et la bière, il est prématuré et injustifié scientifiquement d'inciter les patients à boire 1 ou 2 verres d'alcool par jour pour protéger leur santé, d'autant plus que l'alcool à dose excessive est la deuxième cause de mortalité en France. Merci à tous pour votre attention. Voilà. Merci Anne-Lucie. Pour terminer, je vais appeler Florent Tronel, qui va lui nous présenter son travail d'élaboration d'un site internet d'aide à la lecture et à l'interprétation de l'électrocardiogramme en médecine générale, le cgclic.fr. Merci. Avant de commencer, je voulais remercier une nouvelle fois l'ISNAR et le phare IMG pour ce beau congrès. Je pense que vous pouvez les applaudir. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous présenter donc, mon travail de thèse sur l'élaboration du site internet dans le cadre du prix Varnet. Mais avant tout, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous présenter le site ecgclic.fr, qui est un site qui a été créé pour vous, médecins généralistes ou futurs médecins généralistes, et qui est gratuit, libre d'accès. Donc c'est vraiment un outil qui a été créé pour vous et que j'espère que cette présentation vous incitera à aller visiter et à utiliser en consultation. Alors, pourquoi ce site ? Eh bien déjà parce que l'électrocardiogramme, comme vous le savez, est un examen indolore, relativement facile à réaliser et qui permet en médecine générale de détecter de nombreuses pathologies. Par contre, il y a plusieurs difficultés en cabinet de médecine générale. Le premier, c'est le prix d'achat, sur lequel on ne peut pour l'instant pas faire grand-chose. Le deuxième, c'est la réalisation qui est relativement chronophage, une dizaine de minutes, alors qu'une consultation dure en moyenne 16 minutes. Et le troisième problème, c'est un manque de connaissances par les médecins généralistes et qui ont peur d'une erreur de lecture. Dans les études qu'on a consultées lors de la recherche bibliographique, on s'est rendu compte que près d'un médecin généraliste français sur deux n'était pas équipé d'un appareil AECG. Et la première raison évoquée dans 44% des cas, c'était un manque de connaissances. Alors pour pallier à ce manque de connaissances, il y a de nombreuses ressources qui existent, que ce soit sous forme de livres ou sous forme de sites internet. Mais le problème de tous ces ouvrages, c'est qu'ils sont très spécialisés, très exhaustifs, très riches et difficiles à utiliser en soins primaires, et notamment au moment de la consultation. L'objectif, c'était donc de créer un outil d'aide à la lecture et l'interprétation de l'électrocardiogramme à destination des médecins généralistes. Pour ça, on a créé une application internet pour proposer une démarche en 3 étapes. La première étape, c'est un rappel des indications de l'ECG. La deuxième, une lecture ciblée de l'ECG en fonction du motif de réalisation. Et la troisième, les pathologies à évoquer suite à la lecture avec la prise en charge recommandée. Pour ça, nous avons effectué en premier lieu une revue de la littérature sur plusieurs bases de données, donc notamment Medline, Prescrire, LISA. A été inclus tout document qui traitait des indications de l'ECG en médecine générale, de l'interprétation de l'électrocardiogramme et de la prise en charge diagnostique et thérapeutique. Suite à ça, nous avons fait une synthèse
de toutes ces données et nous avons élaboré un algorithme par indication que je vous montrerai juste après et rédigé des fiches synthétiques par indication et par pathologie. Ensuite, nous avons créé des visuels avec une image type pour chaque signe ECG et pour chaque ECG type. Nous avons créé ça avec le logiciel GIMP. Et enfin, nous avons construit le site sous le système de gestion de contenu WordPress avec une construction selon le cheminement de l'algorithme. La deuxième grosse étape, c'est la validation du site en lui-même pour valider la validité scientifique du contenu, l'attractivité, la compréhension et l'utilité. Donc ça, c'est fait en 2 étapes. La première, c'est un comité d'experts. Donc ça vient de se terminer. Donc médecins généralistes, urgentistes et cardiologues qui ont relu le site et qui nous ont fait des observations et des modifications à faire sur le site. Et la deuxième, ça sera un test en conditions réelles, une fois le site sorti par n'importe quel médecin. Et il y a un troisième point que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on est en train de faire certifier le site par le Collège de médecine générale. Donc l'algorithme, le voilà. Donc vous avez, c'est organisé par motif de consultation, et pour chaque motif, on retrouve les différentes pathologies à évoquer, accompagnées des signes cliniques à rechercher, des signes ECG et de la conduite à tenir. Je vais maintenant vous présenter le site, ce qui est le plus intéressant pour nous. Donc voilà la page d'accueil qui est faite en 3 parties. Donc la partie haute, c'est le menu de navigation. Une partie centrale avec une image d'accueil et un bouton cliquable qui nous amène sur la partie basse où on retrouve un menu déroulant où on choisit les différents motifs de réalisation de l'ECG. Donc parmi lesquels il y a notamment douleur thoracique, diabète, hypertension, troubles ioniques, et je vous en passe. Une fois qu'on a choisi le motif de réalisation, on atterrit sur cette page de lecture. On retrouve sur la partie haute un bref rappel des indications de l'ECG dans ce motif de réalisation. Et ensuite, un formulaire qui accompagne la lecture de l'ECG, qui propose une recherche pas à pas de chaque signe ECG. Donc on s'intéresse d'abord au rythme, ensuite à l'OMP, au QRS, et c'est toujours ciblé dans notre motif de réalisation de l'ECG. Donc on ne va pas chercher la même chose sur une douleur thoracique que sur un certificat de non-contre-indication au sport, par exemple. Je ne vous ai pas dit, mais sur la partie haute, il y a un petit onglet « En savoir plus » après le petit speech qui nous renvoie sur une fiche motif qui nous en dit un petit peu plus sur le motif, où on retrouve notamment le contexte scientifique, avec le débat s'il y en a un, notamment dans le certificat de non-contre-indication au sport, les indications de l'ECG et les pathologies à rechercher dans ce motif. Une fois qu'on a rempli du coup notre petit formulaire, on atterrit sur la page de résultats qui se présente sous forme de tableau, où on retrouve toutes les pathologies à évoquer dans le motif. Pourquoi on a repris toutes les pathologies? On n'en a pas éliminé certaines en fonction de vos réponses à l'ECG, parce que l'ECG n'est tout simplement, la plupart du temps, pas assez puissant à lui seul pour éliminer des pathologies ou pour en affirmer une. La clinique reste prépondérante, et c'est là où votre rôle de médecin est très important. On retrouve donc les pathologies à évoquer. À côté, on retrouve les signes ECG que nous avons retrouvés lors de la lecture. Une conduite à tenir qui se présente sous forme d'infobulle à droite, donc là vous en avez une qui est ouverte. Vous retrouvez tout ce qu'il faut faire, s'il faut faire une biologie, s'il faut adresser le patient à quelqu'un, s'il faut faire d'autres examens. Et tout à droite, la petite feuille rouge, c'est un lien vers la fiche pathologie, où de la même façon que la fiche motif, vous retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur la pathologie, enfin, de façon résumée. Donc là, il y a 18 fiches qui ont été créées pour 18 pathologies principales, qui reprennent à chaque fois le contexte, encore une fois, les signes cliniques à rechercher, les signes ECG, la conduite à tenir et un ECG type. Alors, il se pose 2 grosses questions une fois le site créé. La première, c'est la pérennisation, qui se fait en 3 points. La pérennisation technique. Pour assurer la sécurité et garder le contenu à jour, il nous faut des mises à jour régulières. Donc là, le site nous envoie à chaque fois un mail, à chaque fois qu'il y a un module qui n'est plus à jour. Il suffit de le faire, ça prend 30 secondes. Donc ça, c'est toujours à jour. Pour assurer la sécurité, il est protégé par un antivirus et au niveau de l'hébergement aussi. Et il y a une sauvegarde quotidienne qui est effectuée pour être sûr de ne pas perdre de données au cas où on fasse une fausse manipulation. L'autre problème important, c'est la pérennisation scientifique, parce que comme vous le savez, la médecine évolue. Les signes ECG, pas forcément, mais les prises en charge, oui. Certains signes à rechercher peuvent être découverts. Donc pour ça, il y a une mise à jour régulière qui va être effectuée par le comité de pilotage, qui est composé donc du docteur Frappé, qui était mon maître de thèse, de moi-même, et des médecins que nous avons sollicités pour la validation du site, et puis ensuite de tout médecin qui voudrait éventuellement s'intéresser au projet. Pour ça, une veille bibliographique scientifique et professionnelle a été mise en place. Le troisième point, c'est la pérennisation financière. Le budget du site est très restreint parce qu'il coûte une 60aine d'euros par an pour l'instant, donc il reste possible à l'autofinancement. Le budget peut être amené à évoluer à la hausse en fonction de la fréquentation du site et si on a besoin de plus de ressources serveurs.
Et nous allons demander un financement à l'URPS, au Conseil de l'Ordre, au CNGE, et les prix de thèse, notamment le prix de Vernet, pourraient permettre aussi de financer une partie du site pour quelques années. Concernant la diffusion, elle commence aujourd'hui avec cette présentation. Elle passera aussi par un référencement sur les différents moteurs de recherche et sur les sites professionnels. Une communication éventuellement via Facebook et notamment via les groupes de médecins qui se posent souvent des questions sur l'électrocardiogramme. Et puis des présentations, donc aujourd'hui, éventuellement au congrès du CNGE. Et la dernière évolution, c'est l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Alors actuellement, on est en pourparlers avec une société, une start-up qui développe un nouvel électrocardiogramme tout petit, donc qui est intéressé pour implémenter notre solution dans leur logiciel. Après, il y a d'autres possibilités de statistiques directement sur le site, parce que les réponses sont enregistrées à chaque fois. Donc on peut faire une analyse derrière de prévalence, alors qui restera au niveau de l'utilisation du site, mais quels sites sont le plus souvent retrouvés, par exemple dans une douleur thoracique, ou pourquoi les médecins se posent le plus souvent la question, ils vont voir le site. En conclusion, donc, il s'agit d'un site internet d'accès libre et gratuit qui propose aux médecins généralistes une aide à la lecture et interprétation de l'ECG basée sur les motifs de réalisation habituellement rencontrés en cabinet de médecine générale. À notre connaissance, c'est le premier site d'aide à la décision médicale francophone dédié à la lecture de l'ECG en contexte de médecine générale. Et il nous reste, comme je viens de vous le dire, des enjeux de diffusion, de pérennisation et de développement du site internet. Merci pour votre attention et je reste disponible jusqu'à la fin du congrès pour répondre aux questions. Merci Florent. Merci à tous les candidats. Le jury va à présent se retirer pour délibérer et nous reviendrons après le point actualité. Chers congressistes, avant de vous annoncer le nom du candidat gagnant, je vais les inviter tous les 4 à venir nous rejoindre sur scène. Je vais remercier d'abord les 2 autres membres du jury qui m'ont accompagnée aujourd'hui, Monsieur Bourgueil et Camille Rosenberg. Ainsi que l'ensemble des candidats qui méritent encore une belle salve d'applaudissements. Je remercie également l'ensemble du Bureau national de l'ISNAR-IMG et tout particulièrement Maria Galli, sa vice-présidente, pour son oreille attentive et sa présence bienveillante et sans faille. Je vais maintenant laisser la parole au président du jury, Dr Yann Bourgueil, pour qu'il puisse remettre le prix. Merci beaucoup. Bon. Je vais dire quelques mots, le fruit, parce qu'on a pas mal échangé donc, entre nous 3, et donc faire quelques mots pour donner nos conclusions aussi sur l'ensemble des travaux. Puis au départ, rappeler qu'il s'agit donc d'une thèse de médecine. Donc une thèse de médecine, c'est une thèse qui signale la fin d'études, c'est une thèse d'exercice. C'est pas la même chose qu'une thèse de science, qui dure 3 ans, qui est beaucoup plus approfondie. Et une thèse, c'est toujours la rencontre entre un directeur de thèse, un étudiant et un sujet. Donc quand on juge un travail, eh bien, il y a tout un ensemble de paramètres forcément qui sont liés. Une thèse, l'idéal de l'objectif d'une thèse, c'est aussi d'apporter de la connaissance nouvelle. C'est très difficile d'apporter de la connaissance nouvelle. Alors ça peut être... soit on ouvre un champ, on explore, soit on répond à une question très précise, et puis on fait progresser en mettant une petite pierre, un petit caillou dans l'ensemble de la connaissance. Alors, pour une
une grille les travaux étaient très bien faits par l'équipe qui a préparé cela, avec une grille qui évalue l'écrit, une qui évalue l'oral, etc. Puis nous avons échangé. Donc là, je vais dire simplement que nous considérons tous les trois que les travaux sont tous très, très riches et très bien présentés, très intéressants. Alors, le travail de Cindy, je vais les citer dans l'ordre de leur présentation, sur le statut sérologique donc, du méningocoque. C'est un sujet très pertinent, c'est évident. On se disait aussi que finalement, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, aurait pu être très intéressée, puisque l'obligation vaccinale qui a été décidée, finalement, ne peut que bénéficier de ce type de travail. Donc c'est d'une grande actualité et avec l'intérêt donc d'être situé aussi dans une région et donc de son application pour les professionnels de santé de la région, notamment les médecins généralistes. La thèse de Florence sur le dessin animé et l'éducation sanitaire, alors elle est très originale. Elle est très intéressante parce qu'elle ouvre de nombreuses pistes, elle fait beaucoup réfléchir et on se dit dans le fond, ça c'est vraiment bien, explorer comment on peut travailler la relation patient en utilisant des images et dans le fond on se disait mais voilà, on prend le sujet de Cindy sur la vaccination et on se sert des travaux sur le dessin animé, et hop, on a peut-être un sujet de thèse ultérieur à faire. Donc voilà, on voit des pistes possibles. Et puis, la thèse d'Anne-Lucie sur l'alcool, alors moi, elle m'a fait penser au mot de Pierre Dac qui dit que les bons crus font toujours les bonnes cuites. Alors, ça ne fait pas toujours de la bonne santé, bien sûr, et c'est un petit peu ça le message. Là, ce qui était intéressant dans ce travail, ce que nous avons trouvé, c'est que c'est un sujet de fond. Et puis, il a le courage de s'attaquer à une espèce de discours ambiant. Et moi, je me souviens très bien de l'enquête PACWID. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, parce que ça date beaucoup. C'était une enquête sur les personnes âgées, sur les gens qui vieillissaient. C'était fait à Bordeaux et qui avait montré un lien entre le Bordeaux et la consommation de Bordeaux modérée et l'espérance de vie. Donc, c'était une approche plutôt épidémiologique. Et depuis, c'est un peu de là que vient le French Paradox, et c'est quand même assez discuté. Donc, on a trouvé que c'était vraiment très intéressant, ce côté, finalement, on prend ce discours et puis on essaye de mettre un peu de lumière sur un sujet où, finalement, qui est grave et qui est traité un peu comme ça, de façon un peu générale. On imagine très bien les discussions de comptoir. Et c'était un travail qui était intéressant. Alors, il donne un résultat négatif, et ça aussi, c'est intéressant, parce que trop souvent, on ne publie pas les résultats négatifs. Et pourtant, c'est très important. Parce que là, la rigueur du travail, la méthodologie adoptée, permet de dire, voilà, là, on ne peut pas conclure là-dessus. Et c'est très important de dire qu'on ne sait pas. Et je crois que ça serait bien, enfin, c'est très bien de faire des choses comme ça, même si ça ne paraît pas forcément... on se dit, bah oui, ça ne marche pas, on n'a pas trouvé le lien. Bah oui, mais justement, on progresse. Et puis, le travail de Florent sur le CG... Alors, il nous a énormément plu parce qu'il finalement, il met en situation, il a l'intérêt de s'attaquer à une question, une vraie question, je crois, dans la pratique, et un sujet qui est toujours ressassé, qui est toujours évoqué, en disant oui, il y a quand même des médecins qui n'osent pas le faire, donc il faut s'attaquer à ça. Il est très ciblé. Et il permet de déboucher sur un outil pratique avec des moyens. Enfin, je pense que ça coûtait un peu plus que 60 €, parce que pour faire un travail comme ça, il faut passer du temps. Ce temps-là, bien sûr, c'est le temps du thésard, peut-être du directeur de thèse, ou peut-être d'autres personnes. Donc, mais vraiment très intéressant. Et là aussi, c'est un sujet qui devrait intéresser la ministre de la Santé, ancienne présidente du collège de l'HAS, la Haute Autorité de Santé, parce que finalement... c'est ce type de travail qui devait être supporté, soutenu et développé par la HAS, parce que renforcer la qualité des pratiques et des bonnes pratiques. Voilà, donc pour toutes ces raisons, donc on voulait dire un peu ce que nous ont suscité tous ces travaux. Et puis, je ne sais pas si Nolwenn et Camille veulent rajouter quelque chose à ce que j'ai dit, s'ils ne sont pas d'accord, parce que bon... Enfin, globalement, on était d'accord, quand même. Donc voilà, donc à la fin il faut quand même choisir. Donc nous avons choisi donc de donner le prix à Florent pour le travail sur le CG.
Alors parce que c'est le caractère appliqué dans l'exercice, c'est vraiment extrêmement brillant. Et on pense que c'est... D'ailleurs, on pourrait maintenant imaginer de combiner l'ensemble des tests qu'on a vus dans une nouvelle application. Donc beaucoup d'idées pour d'autres tests. Peut-être 2 mots Par rapport au site, je vous ai déjà à peu près tout dit, si ce n'est qu'il est déjà disponible sans avoir mis en place encore les modifications conseillées par les derniers médecins que nous avons récupérés dans la semaine. Mais du coup, vous pouvez déjà aller vous rendre sur le site, le tester, vous rendre compte par vous-même de ce qu'il donne en situation de consultation, et puis me faire vos retours aussi si vous voyez des choses à améliorer encore. Et puis je voulais remercier du coup les membres du jury pour ce prix, et puis voilà. Je voulais juste féliciter donc les 4 thésés qui nous ont présenté leur thèse. Elles étaient vraiment très très intéressantes. Et je voulais aussi remercier les membres du Bureau national pour ce congrès et la qualité des débats auxquels on a assisté. Et les membres du FARA, pareil, de la même façon pour la préparation de ce congrès, et notamment Simon qui m'a sauvé la vie ce matin. Bien, il est pour moi le temps de vous dire merci de votre attention. Je réadresse de nouveau mes félicitations à Florent. Maintenant, j'espère en tout cas que c'est une présentation qui vous a parlé, et puis qui sait que l'an prochain, nous aurons d'autres candidatures, et peut-être que l'un d'entre vous dans la salle aura la chance de se retrouver ici l'année prochaine avec le futur trophée entre les mains. On attend en tout cas vos candidatures. Je me joins à Camille pour remercier l'ensemble de l'équipe du FARA IMG pour l'organisation de tout ce congrès. Je vous souhaite maintenant une bonne fin de matinée, et je vais laisser la parole à Monsieur le Président de l'ISNAR IMG, Maxence Piton, pour clôturer ce congrès. Et aussi applaudir les participants qui n'ont pas eu le prix, mais qui ont quand même fait un très beau boulot.